Quand on parle de Big Data, il y a un nom qui revient tout le temps, Apache Spark. Et au cœur de Spark, il y a un concept, une brique fondamentale. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le RDD. On va décortiquer tout ça ensemble. Mais avant de plonger dans la technique, prenons un peu de recul. Pour vraiment comprendre pourquoi le RDD est si important, il faut d'abord comprendre le problème, le gros problème qu'il est venu résoudre. Alors voilà le défi. Imaginez-vous face à un téraoctet de données. C'est énorme. On parle de l'équivalent de milliers et de milliers de livres. Rien que pour lire tout ça, il faudrait un temps fou. La vraie question, c'est comment on fait pour traiter une telle montagne d'infos de manière efficace? Eh bien, face à ce mur de données, il y a en gros deux stratégies. La première, c'est l'approche un peu bourrine, on va dire. On charge tout, on scanne tout, bref. C'est lent, ça coûte une fortune en ressources et c'est pas très malin. Et puis il y a l'autre approche, l'approche de Spark. L'idée, c'est de travailler plus intelligemment, pas plus durement. Et c'est vraiment là que la magie opère. Alors, c'est quoi cette fameuse solution de Spark? Comment est-ce qu'il s'y prend pour être si malin? Eh bien, la réponse tient en 3 lettres, RDD. RDD, ça veut dire Resilient Distributed Dataset. Et en fait, tout est dans le nom. Chaque mot est une clé. C'est comme si on nous donnait ces 3 super pouvoirs dès le départ. C'est vraiment l'idée, l'abstraction de base qui a tout changé pour Spark. D'abord, résilient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est super robuste. Il est conçu pour ne pas paniquer en cas de pépin. S'il y a une panne quelque part, il sait comment se reconstruire tout seul. C'est sa première grande force. Ensuite, distribué. Forcément, avec des téraoctets de données, on ne va pas tout mettre sur une seule machine. L'idée, c'est de découper cette énorme masse de données en plus petits morceaux et de les répartir sur tout un groupe d'ordinateurs, ce qu'on appelle un cluster. Et enfin, dataset. Bon, là, c'est le plus simple. Un dataset, c'est juste un ensemble de données. Pensez à une collection d'éléments comme les lignes d'un fichier texte ou une grande liste d'objets. Rien de plus compliqué que ça. Ok, résilient, distribué, dataset, on a les 3 piliers. Maintenant, assez de théorie. On va voir comment tout ça s'articule dans la pratique. On va prendre un petit exemple pour voir le RDD en action. En gros, travailler avec un RDD, c'est un peu comme suivre une recette de cuisine. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, on crée le RDD à partir de nos ingrédients, nos données brutes. Ensuite, on applique une série de transformations pour préparer notre plat, pour façonner les données. Et à la toute fin, on lance une action pour, disons, servir le plat et obtenir notre résultat final. Allez, un cas concret. Imaginez qu'on a un fichier de log de serveur, un truc énorme, des millions de lignes. Et notre mission, c'est de trouver toutes les lignes qui parlent d'une erreur MySQL. C'est la fameuse aiguille dans la botte de foin. Avec Spark, qu'est-ce qu'on ferait? Étape 1, on crée un RDD à partir du fichier. Étape 2, on applique une première transformation pour ne garder que les lignes avec le mot error. Étape 3, une deuxième transformation pour filtrer à nouveau et ne garder que celles qui contiennent MySQL. Et seulement à la fin, on déclenche une action, par exemple sauvegarder, pour écrire le résultat dans un fichier. Et là, on touche à un point absolument crucial. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 types d'opérations sur les RDD, et elles sont très différentes. D'un côté, il y a les transformations, comme filter ou map. Elles ne font rien d'autre que de décrire ce qu'on veut faire. Elles construisent le plan. Et de l'autre, il y a les actions, comme save ou count. Et ce sont elles qui disent à Spark « Ok, c'est bon, lance les calculs maintenant ». Cette séparation entre « je décris ce que je veux faire » et « je le fais vraiment », eh bien, ça nous amène directement à l'arme secrète de Spark, le concept qui rend tout ça si puissant. Ça s'appelle l'évaluation paresseuse, ou lazy evaluation en anglais. L'évaluation paresseuse, c'est vraiment la philosophie du procrastinateur intelligent. L'idée est simple, pourquoi faire un calcul maintenant si personne ne m'a encore demandé le résultat? Spark ne fait absolument aucun travail tant qu'il n'y est pas obligé. Il attend le tout dernier moment. Donc, quand on enchaîne nos transformations, comme tout à l'heure avec nos filtres, erreurs et MySQL, Spark ne lit même pas le fichier. Non, il se contente de prendre des notes. Il ajoute chaque étape à sa recette, à son plan d'attaque, mais il ne cuisine rien du tout. Ce plan, cette recette, ça porte un nom un peu technique, un DAG pour Directed Acyclic Graph. Pas besoin de paniquer avec le nom, il faut juste voir ça comme un organigramme, une carte qui décrit toutes les étapes à suivre pour passer des données brutes au résultat final. Et cette carte, ce fameux DAG, Spark la garde précieusement. Elle peut devenir très complexe avec plein d'étapes, mais ça reste juste un plan sur papier. Rien ne se passe, jusqu'à ce qu'on lance une action. C'est l'action qui est le signal de départ. C'est elle qui dit « Go !» Et là, seulement là, Spark se met au travail et exécute tout le plan d'un coup. Et cette idée d'évaluation paresseuse, elle est géniale pour optimiser les calculs, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi la clé de voûte de la fameuse résilience dont on parlait au début. C'est ce qui rend Spark si costaud.
Comment ça? Eh bien parce que Spark a gardé la recette, ce fameux plan, il sait exactement comment chaque RDD a été construit. Chaque RDD connaît ses parents, ses grands-parents, toute son histoire. En termes techniques, on appelle ça le lignage. Et ce lignage, c'est le filet de sécurité ultime de Spark. Imaginez qu'en plein milieu du calcul, une des machines du cluster plante. Oups, un morceau de nos données vient de disparaître. Dans un système classique, ce serait la catastrophe, tout s'arrêterait. Mais pas avec Spark. Puisqu'il a la recette, le lignage, il sait exactement comment reconstruire la partie manquante. Il reprend simplement les données d'origine de ce petit bout et réapplique la recette. Et hop, la pièce perdue est recréée. Et le calcul peut continuer comme si de rien n'était. C'est ça la résilience en action. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on pourrait se demander, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, quelle est la place du R&D dans tout ça? C'est vrai que de nos jours, la plupart des gens qui utilisent le Spark travaillent avec des outils plus modernes, plus simples, comme les data frames ou Spark SQL. On manipule moins le RDD directement. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le RDD est toujours là. Il est juste en dessous. C'est la fondation, le moteur sur lequel tout le reste est construit. Alors, pour finir, qu'est-ce qui fait que ce concept de RDD reste si pertinent? C'est parce que ces idées de base, l'évaluation paresseuse et le lignage, ne sont pas juste des détails techniques. Ce sont des principes de conception hyper puissants. Ils ont résolu de manière très élégante le double problème de la performance été, de la tolérance aux pannes à très grande échelle. Et ces principes, eh bien, ils sont tellement fondamentaux qu'ils continuent encore aujourd'hui d'être au cœur de la révolution du big data. Le traitement big data avec Apache Spark, parfois on a l'impression d'être un peu coincé, que ça n'avance pas. Le grand défi, c'est de rendre tout ça plus rapide, plus efficace. Alors voyons ensemble comment on peut débloquer tout le potentiel de Spark. Le truc, c'est que les très grands volumes de données sont complexes par nature. Et ça peut vite donner des jobs qui rament, qui sont inefficaces et, soyons honnêtes, assez frustrants. On a l'impression d'assembler un puzzle de 1000 pièces sans l'image sur la boîte. C'est la question qu'on s'est tous posée un jour devant une barre de progression qui n'en finit pas. On lance un traitement, on attend et on se dit « c'est pas possible, il doit bien y avoir un moyen d'accélérer tout ça ». Heureusement, la solution se trouve souvent à l'intérieur même de l'outil. Spark, ce n'est pas juste un moteur qui exécute des calculs, non. Il est aussi équipé de tout un tas de mécanismes très bien pensés pour optimiser la gestion des données. Justement, on va se concentrer sur 3 de ces mécanismes qui sont vraiment essentiels. Pensez-y comme les 3 premiers outils indispensables à ajouter dans la caisse à outils de tout bon développeur Spark. Notre premier outil, c'est la mise en cache. L'idée de base est super simple, mais vraiment puissante. Si un calcul coûte cher en temps et en ressources, on le fait une bonne fois pour toutes et on garde le résultat de côté pour le réutiliser. Il faut savoir que par défaut, Spark ne garde rien en mémoire. Imaginez, on part de données de base, un RDD, qui subit une transformation coûteuse pour obtenir un RDD numéro 2. Si ce RDD2 sert ensuite à 2 autres calculs, eh bien Spark, sans instruction contraire, va refaire la première transformation coûteuse 2 fois. La mise en cache, c'est simplement dire à Spark, hop, celui-là, le RDD2, garde-le au chaud, on va en avoir besoin. Alors, le terme technique pour ça, c'est la persistance. Quand on persiste un RDD, chaque machine du cluster va stocker les morceaux qu'elle a calculés directement dans sa mémoire. Et là, comme par magie, toutes les opérations suivantes sur ce RDD deviennent quasi instantanées. Pour faire ça, il y a 2 commandes principales. Cacher, c'est le raccourci, la version simple, on stocke tout en mémoire et on n'en parle plus. Persiste par contre, c'est le couteau suisse. Ça donne un contrôle super fin sur où stocker les données. Juste en mémoire, sur le disque ou même un mix des deux. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, le compromis. Chaque option de stockage, c'est un arbitrage. Soit on privilégie la vitesse maximale, mais ça consomme beaucoup de mémoire. Soit on cherche à économiser la mémoire, mais ça ralentit un peu l'accès. Tout l'art consiste à trouver le bon équilibre. Regardons d'abord la vitesse. Stocker les données brutes, c'est-à-dire sous forme d'objets Java ou Scala, c'est de loin le plus rapide pour le processeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune transformation à faire, l'accès est direct, immédiat. Mais, il y a un mais, bien sûr. Cette vitesse, elle a un coût, et c'est l'espace mémoire. Les données brutes sont très gourmandes. Elles peuvent prendre jusqu'à 5 fois plus de place que leur version sérialisée, qui est beaucoup plus compacte. Donc le choix au final dépendra de la quantité de mémoire disponible. Bon, maintenant qu'on sait comment bien stocker nos données, il faut s'intéresser à la façon dont l'information circule. C'est notre deuxième outil. Il s'agit de la communication entre le cerveau de l'opération, le programme principal qu'on appelle le driver, et les bras, les workers qui font les calculs.
Pour ça, Spark nous propose ce qu'on appelle des variables partagées. Ce sont des objets un peu spéciaux qui sont conçus pour être distribués et utilisés de manière sûre et efficace dans un environnement où tout se passe en parallèle. Il en existe deux grands types, et ils fonctionnent dans des directions opposées. D'un côté, les variables broadcast, qui diffusent une information du driver vers tous les workers. De l'autre, les accumulateurs, qui font le chemin inverse. Ils collectent des infos depuis les workers pour les ramener au driver. Prenons un exemple. Imaginez une grosse table de référence, un peu comme un dictionnaire, dont chaque tâche a besoin. Sans variable broadcast, cette table serait envoyée des centaines de fois, avec chaque petite tâche. Avec une variable broadcast, on l'envoie une seule fois à chaque machine. Le gain sur le réseau est juste énorme. Les accumulateurs, eux, résolvent un autre problème classique. Comment on fait pour compter des choses de manière fiable quand on a des centaines de tâches qui tournent en même temps? Eh bien, chaque worker peut ajouter une valeur à l'accumulateur. Mais, et c'est ça la clé, seul le driver peut lire le total final. Ça garantit qu'aucune info n'est perdue et que le résultat est juste. Ok, nos données sont bien stockées, elles sont partagées efficacement. Maintenant, il faut s'intéresser à la division du travail. C'est notre troisième outil, qui touche au cœur de la structure des données, les partitions. C'est-à-dire comment on les découpe pour les traiter en parallèle. Dans Spark, n'importe quel RDD est divisé en partitions. Chaque partition, c'est un bloc de données qui sera traité par une seule tâche. Du coup, le nombre de partitions et leur taille ont un impact direct et vraiment important sur les performances. Pour modifier ce découpage, on a une commande qui s'appelle Repartition Off. Cette opération, elle fait ce qu'on appelle un full shuffle. Elle redistribue complètement toutes les données à travers le réseau pour créer un nouveau nombre de partitions, à peu près toutes de la même taille. C'est très puissant pour rééquilibrer le travail, mais c'est aussi une opération très, très coûteuse. Maintenant, si le but est juste de réduire le nombre de partitions, il y a une option plus maligne, coalescer. Elle évite ce fameux full shuffle en essayant de fusionner des partitions qui se trouvent déjà sur la même machine. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Par contre, ça ne peut servir qu'à diminuer le nombre de partitions, pas à l'augmenter. Alors, comment choisir? C'est simple. Si la charge de travail est complètement déséquilibrée et qu'il faut absolument tout remettre à plat même si ça coûte cher, répartition est la solution. Par contre, si on veut juste regrouper les données pour avoir moins de tâches de manière rapide sans tout mélanger, on choisit Coalesce. Voilà, on a nos 3 outils en main. Maintenant, le plus important, comment savoir quand et comment s'en servir? Allez, un petit récapitulatif rapide. Pour la mise en cache, on pense équilibre, on commence en mémoire, et si ça coince, on passe à la version sérialisée. Pour la communication, on utilise les variables broadcast pour diffuser les grosses tables de référence et les accumulateurs pour faire des compteurs fiables. Et enfin, pour le parallélisme, répartitionne pour rééquilibrer la charge, mais on lui préfère coalesce quand on veut juste réduire le nombre de tâches. Au final, il faut bien comprendre que l'optimisation, ce n'est pas une formule magique. C'est l'art de faire les bons choix et les bons compromis. La vraie question à se poser, ce n'est pas comment accélérer Spark, mais plutôt, dans mon traitement de données, aujourd'hui, quel est le plus gros goulot d'étranglement? Et ensuite, lequel de ces outils est la bonne clé pour le faire sauter? Le big data, ça sonne un peu compliqué, non? Parfois même un peu intimidant. Eh bien aujourd'hui, on va démystifier l'outil qui a vraiment tout changé dans ce domaine, les data frames d'Apache Spark. C'est un concept qui a rendu le traitement de données gigantesques beaucoup plus simple et rapide. Imaginez un peu. Le défi, ce n'est pas juste de stocker une montagne de données. Le vrai enjeu, c'est de pouvoir les analyser et de le faire vite et bien. C'est exactement la promesse de Spark. Mais alors, comment ça marche? Quel est son secret? Pour piger ça, il faut faire un petit retour en arrière. Ok, donc pour vraiment comprendre à quel point les data frames ont été une révolution, il faut d'abord parler de ce qu'il y avait avant, de leur ancêtre en quelque sorte. Tout au début de Spark, il y avait ce qu'on appelle les RDD, pour Resilient Distributed Datasets. Le RDD, c'est vraiment l'ADN de Spark. C'est la structure de base fondamentale qui permet de manipuler des données réparties sur plein de machines. L'analogie, c'est un peu comme si on construisait une Formule 1 pièce par pièce. Le potentiel est énorme, la flexibilité est totale, mais voilà, il faut être un mécanicien expert, un ingénieur de pointe pour la faire fonctionner. Et c'était ça le premier gros défi. Et c'est justement là qu'on commençait à voir les limites du système. Il y avait 2 problèmes principaux. D'abord, les RDD n'ont pas de schéma, c'est-à-dire pas de structure claire avec des colonnes bien définies, et surtout, il n'y a aucune optimisation automatique. Concrètement, pour les développeurs, ça voulait dire quoi? Plus de code à écrire et des performances qui n'étaient pas toujours à la hauteur. Alors, face à cette complexité, Spark a sorti une solution absolument géniale, une évolution beaucoup plus intuitive.
le data frame. L'évolution est limpide, on le voit bien. On passe d'un concept assez technique, de bas niveau, le RDD, à une interface beaucoup plus simple, de plus haut niveau. C'est comme si on avait ajouté une couche d'intelligence par-dessus pour structurer les données et rendre l'analyse radicalement plus simple. Bon, mais alors, un data frame, c'est quoi exactement? C'est là que tout s'éclaire. C'est le moment. Ah, d'accord. En fait, c'est tout simple. Un data frame, c'est un RDD plus un schéma. On prend des données un peu en vrac, on leur donne une structure, des noms de colonnes, et hop, on se retrouve avec une table comme on en a l'habitude. C'est aussi simple et puissant que ça. L'analogie est vraiment parlante. On peut voir ça comme une sorte de tableur, un Excel ou un Google Sheets, mais sous stéroïdes. Un tableur capable de fonctionner sur des centaines d'ordinateurs en même temps. D'un coup, le big data, ça paraît beaucoup plus familier, non? Mais attention, la simplicité, ce n'est que la moitié du tableau. Parce que les data frames sont aussi beaucoup plus rapides. Et c'est là qu'on découvre leur ingrédient secret. Ce qui fait toute la différence, l'optimisation. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui les rend si rapides? D'où vient cette vitesse incroyable? Eh bien, la réponse, elle est cachée sous le capot. C'est le moteur d'optimisation de Spark qui est un vrai petit bijou d'ingénierie. En fait, cette magie, elle repose sur un duo de chocs. D'un côté, on a l'optimisateur Catalyst. Lui, c'est le cerveau, le stratège. Il analyse la demande et il planifie le chemin le plus efficace pour y arriver. Et de l'autre côté, on a le moteur Tungsten. Lui, c'est le muscle, le bras armé, qui exécute ce plan à une vitesse folle, en gérant la mémoire de façon super efficace. Et le processus est vraiment fascinant. Catalyst, c'est un peu comme un GPS ultra intelligent pour les données. Avant même de commencer le moindre calcul, il va analyser la requête, regarder tous les itinéraires possibles et choisir le plus rapide. Il peut même décider de réorganiser les étapes pour que tout soit plus efficace. Bref, il ne se contente pas d'exécuter bêtement, il réfléchit d'abord. Et le résultat, eh bien, il est sans appel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour une opération assez simple, sur 10 millions de lignes, un data frame peut être jusqu'à 5 fois plus rapide qu'un RDD. La différence n'est pas juste un petit gain, c'est un bond de géant. Donc on a la vitesse, on a la simplicité, mais concrètement, ça donne quoi au quotidien pour les développeurs ou les analystes de données? Voyons ça de plus près. Un des plus gros avantages, c'est la polyvalence. Peu importe d'où viennent les données, que ce soit un simple fichier CSV, une base de données complexe, un data lake, Spark peut tout lire et tout rassembler dans un seul et même data frame. C'est un vrai couteau suisse pour les données. Et ce qui est génial, c'est que pour interroger ces données, on a le choix. On peut utiliser le SQL, que des millions de gens connaissent déjà, ou bien l'API de Spark, qui est plus puissante pour du code plus complexe. Et le meilleur dans tout ça? Peu importe la méthode choisie, en coulisses, le moteur d'optimisation fait son travail pour garantir les meilleures performances possibles. Et pour les millions de personnes qui utilisent Python, Spark a fait quelque chose d'encore plus fort. Il propose une API qui est compatible avec Pandas, la bibliothèque que tout le monde adore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre du code Pandas, qui marche sur son ordinateur, et le faire tourner sur des volumes de données gigantesques, presque sans rien changer. La courbe d'apprentissage est quasi nulle. C'est énorme. Bon, alors si on résume, pourquoi est-ce que les data frames ont vraiment tout changé? Faisons un petit récapitulatif des points clés. Alors on a la vitesse, évidemment grâce à l'optimisation, la simplicité avec des interfaces claires et le SQL, la polyvalence pour se connecter à n'importe quoi, mais au fond, si on met tout ça bout à bout, on arrive au vrai bénéfice le plus important, l'accessibilité. Et c'est ça l'idée centrale. Les data frames ont rendu le big data accessible. Ils ont fait sauter les barrières techniques qui existaient avant. Ça permet aux experts de se concentrer sur ce qui a de la valeur, l'analyse, la recherche d'infos pertinentes, sans avoir à se perdre dans la complexité des systèmes distribués. Finalement, en rendant le big data plus simple, plus rapide, les data frames de Spark font bien plus que résoudre un problème technique. Ils nous donnent les outils pour poser des questions beaucoup plus ambitieuses, pour aller chercher des réponses dans des océans de données qui étaient inaccessibles avant. La question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt quelle sera la prochaine grande découverte qu'on va faire.